Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va recevoir Clément Bravo pour la deuxième fois. Exact. Bonjour Clément. Salut Thomas, très content de revenir pour Ben parler ouais, content de te de revoir bourse. sur le podcast. Et une fois n'est pas coutume, on va parler stock picking parce que voilà, mes auditeurs le savent, moi je suis plutôt une feignasse et je suis plutôt pro gestion passive, que ce soit en bourse ou en IMO d'ailleurs. Mais j'aime bien challenger, j'aime bien. Puis je fais aussi du stock picking à titre perso. Alors pas à ton niveau Clément, mais l'objectif c'est d'échanger avec toi qui en as Ouais. fait ta spécialité. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer Clément Ouais, évidemment. pour ceux qui ne connaissent pas. Écoute, moi j'étais kiné, donc je l'avais déjà dit je pense, mais j'ai été kiné pendant 7 ans, et puis depuis 4 ans je me suis vraiment spécialisé sur l'investissement, au point d'en faire mon métier aujourd'hui, avec du coup tout ce que je peux partager comme contenu sur Instagram, YouTube, également voilà, d'autres types de réseaux, et j'accompagne les personnes à investir, donc à devenir autonomes. C'est quelque chose, je pense, qu'on a en commun, Ouais. tous les deux, c'est qu'on estime que l'autonomie a beaucoup plus de puissance à long terme sur l'investissement que le fait de déléguer et de payer des frais et voilà, tout ce qu'on peut entendre un petit peu partout sur l'investissement. Et du coup, au niveau de ma stratégie, j'ai une stratégie où j'investis à la fois sur les ETF, donc j'aime aussi la stratégie passive, et également sur les actions. Donc moi, je suis à 70% actions, 30% ETF. Mais voilà, chaque profil est différent. Et moi, j'apprécie beaucoup les actions. Je peux comprendre que c'est complexe pour d'autres personnes et que c'est pas forcément le truc sur lequel Pour tout le investir monde, ouais. directement. Mais il y a des avantages à toute classe d'actifs, même en dehors de la bourse, même ETF, actions. Il y a des avantages au SCPI, il y a des avantages à la crypto, il y a des avantages à tout. Donc j'essaie de composer un peu avec ce qui est possible. Et les actions m'ont permis d'avoir une très belle performance, hein. Parce que de mémoire, là, j'ai regardé, on est le 7 janvier. Depuis que j'ai commencé à investir, je crois que mon portefeuille actions fait entre 16,5 et 17% par an depuis quasiment 5 ans et demi. Donc, je surperforme par exemple le World pour faire un peu une image de quasiment 5 points. Donc, qui est très bien. ouais, c'est pas mal. Surtout que ça commence à faire Ouais, commence à une avoir un peu durée. de track record, tu Ouais, commences à avoir du exactement. recul. Quand tu dis ça au bout d'un an, c'est bien, mais en fait, t'as pas le recul. 5 ans, c'est pas encore le recul qu'il faudrait parce que ça serait Ouais. encore mieux si j'avais 10, 20 ans. Mais ça commence quand même à avoir un recul sympa. Ok. Du coup, toi aujourd'hui, tu m'as dit donc tu es 70% stock picking et 30% en gestion passive. Est-ce que tu considères que pour la majeure partie des particuliers, est-ce que tu penses qu'il faut avoir une poche de stock picking obligatoire dans son portefeuille ou pas forcément? Alors la bonne réponse, pour moi, c'est pas forcément. En vrai, ça dépend de chaque profil, mais j'aurais tendance à dire oui, et pas forcément pour la performance. Parce que moi, j'utilise les actions pour booster un peu la performance globale de mon portefeuille. Les ETF sont là plutôt pour diversifier et pour, on va dire, être T'es exposé au marché? très large, m'exposer au marché et avoir une diversification très large. Et les actions sont beaucoup plus concentrées et donc me permettent d'aller faire des choix beaucoup plus précis à des moments aussi que je sélectionne et donc d'avoir une performance espérée plus élevée. Maintenant, il y a un autre avantage aux actions que moi j'apprécie beaucoup, c'est que quand j'analyse une entreprise, je comprends à 300% là où je mets mon argent. Et c'est un peu le problème des ETF aujourd'hui, c'est que c'est tellement facile d'investir sur des ETF. On ouvre un Trade Republic en 2 minutes, on peut faire un plan d'investissement programmé, on peut investir sur des ETF, fini. Sauf que le jour où tu as 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros et qu'il y a une crise, et que tu comprends pas là où tu as mis ton argent, parce que le sous-jacent des ETF, la plupart du temps, ça reste des actions, j'estime que psychologiquement, ça peut être plus dur que finalement avoir des actions, bien comprendre ce que tu as dans le portefeuille, bien connaître l'entreprise, savoir si elle va être impactée par telle crise, tel conflit géopolitique. Voilà. Donc ça demande plus de travail, mais je pense que ça t'apporte une profondeur de compréhension, même si tu es un investisseur passif. Alors, je comprends ce que tu veux dire sur la compréhension, mais je trouve que c'est un des avantages aussi de l'ETF, tu vois, qu'en période de crise, t'as pas à prendre la décision de savoir quoi vendre et quoi acheter. Si tu es là pour le long terme, théoriquement, tu peux te dire, OK, la crise est une opportunité, je renforce, et pour le long terme. Alors que pour le stock picking, ça demande quand même des compétences Oui. que tu n'as pas à avoir en ETF en cas de baisse des marchés, tu vois. Mais est-ce que tu n'estimes pas que l'aisance d'avoir un portefeuille en bourse et de tenir sur le long terme, et donc d'avoir une très bonne psychologie par rapport à tes investissements, ne vient pas du fait de comprendre ce que tu as en portefeuille et de comprendre là où est ton argent? Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, c'est pas le problème de compréhension, c'est le problème de prendre plus de décisions, en fait. Dans le sens où, on reprend l'exemple, hein, imagine, tu as 50% en ETF sur un MSCI World et 50% où tu as près de 10 actions qui te paraissent nickel.
ton MSCI World sur le très long terme, bon, tu te dis, bah, il va suivre les meilleures boîtes du marché, donc si la bourse monte, ça remontera, quoi. Donc tu peux te dire, ok, c'est la crise, c'est passager, je renforce ou je fais rien. Par contre, sur tes 10 actions, imagine, il y a un secteur en particulier qui est impacté, ou une boîte, il y a un signe noir sur une boîte. Il faut que tu prennes la décision, tu vois. Est-ce que je vends, ou est-ce que je renforce, ou, tu vois ce que je veux dire, tu as la décision à prendre que tu n'as pas à prendre sur l'ETF. Clairement, ça demande plus de décisions. Ça demande de l'analyse. Moi, pour être très sincère, en fait, c'est un travail que je fais pour les personnes que j'accompagne parce qu'effectivement, c'est chronophage et chacun dans son coin, faire le travail que je fais, c'est un travail à temps plein. Parce que faire une analyse d'entreprise, ça me prend entre 20 à 30 heures par entreprise en fonction de la complexité de celle-ci. Une entreprise qui a juste une activité est beaucoup plus simple à analyser que Google, par exemple, qui va avoir de la pub, qui va avoir du cloud, qui va avoir des véhicules autonomes, qui va avoir de l'IA. C'est plus complexe. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, oui, ça demande. Enfin, en gros, ça va demander plus de décisions. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, par exemple, avec la valorisation des marchés actuels, je suis beaucoup plus à l'aise à acheter certaines entreprises que je connais très bien, sur lesquelles j'ai analysé le business, que je comprends et je comprends comment ça fonctionne, je comprends l'avantage concurrentiel, je comprends les perspectives d'avenir et je comprends la valorisation interne de l'entreprise, plutôt que d'acheter le marché dans sa globalité, tu vois. Parce que oui, ça demande de faire des décisions, mais c'est beaucoup plus facile de valoriser une action et de savoir si plus ou moins son prix est intéressant en ce moment, ou en tout cas s'il y a une corrélation entre son prix actuel et la valeur réelle de l'entreprise, alors que sur un marché dans sa globalité, c'est complexe. Tu vois, par exemple, le S&P 500, on parle souvent, tu sais, du PE projeté, là, du Shiller PE, du Cap PE. C'est en gros un PER où on va lisser sur 10 ans en fait, les bénéfices. Et donc, en gros, actuellement, sur cette courbe-là, on est super élevé, tu vois. Et par rapport à la moyenne des dernières années, on est très très haut. Donc ce qui pourrait dire que théoriquement, le marché est surévalué. Exactement. Mais en fait, la question que je me pose, c'est, et ça c'est délicat aussi, tu vois, quand tu investis en ETF, parce que mine de rien, tu le regardes pas, mais c'est des questions qu'il faudrait peut-être se poser. Parce que, je vais juste revenir un petit peu en arrière, mais quand tu investis, à chaque fois que tu investis, pour moi, tu dois essayer d'investir ton capital là où tu as la meilleure opportunité, tu vois. Donc, si le S&P 500 est très élevé aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure opportunité ou est-ce qu'aller sur des actions qui ont des valorisations plus intéressantes sont une meilleure opportunité? Et donc, en fait, c'est toutes ces décisions-là et toutes ces réflexions qui sont supplémentaires quand tu fais du stock picking. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est beaucoup plus actif, ça demande beaucoup plus d'analyse, de compréhension et c'est plus chronophage. Mais je pense que tu peux aller chercher plus d'aisance avec ton portefeuille parce que tu sais à 300% ce que tu as en portefeuille. Et globalement, tu peux aller chercher aussi plus de performance. Je pense que c'est largement possible de le faire en tant que particulier. Ouais, c'est d'ailleurs une question que j'allais te poser. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. C'est qu'on cite souvent l'étude Spiva, que tu aimes bien, je crois. Qui, je rappelle, dit que sur le long terme, 90% des fonds actifs, donc en gros les professionnels de la finance, n'arrivent pas à battre leur indice de référence, donc un simple ETF. Mais je sais que c'est différent pour les particuliers. Donc déjà, je suis curieux de voir un petit peu toi ce que tu penses de cette étude, parce que je sais que tu ne partages pas forcément ce constat. Enfin, en tout cas, tu le nuances. Ouais. J'aimerais que tu nous donnes ton point de vue sur on va dire, la conclusion que tirent la plupart des créateurs de contenu, dont je fais partie d'ailleurs, sur cette étude, qui tendent à mettre en avant les ETF, et que tu fasses le parallèle après sur pourquoi pour les particuliers c'est différent. En fait, cette étude, déjà, elle est très bien parce que, encore une fois, moi je parle des actions, mais les ETF c'est très bien et c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a à disposition. Mais l'étude Spiva, ce qui me dérange, c'est qu'elle compare la performance nette des professionnels, donc des fonds de gestion pro, aux ETF, donc à la gestion indicielle, la gestion passive. Déjà, les chiffres changent si tu compares la performance brute, donc si tu enlèves les frais, parce que globalement, quand tu vas sur des fonds professionnels, tu payes des frais, on en parlera tout à l'heure ensemble, mais globalement, c'est plus dur quand tu as des frais de battre. Si tu fais 2% de frais par an... En fait, le problème de l'étude Spiva, pour moi, c'est qu'elle ne compare pas la performance réelle des fonds, mais elle compare la performance une fois que ont été rétrocédés les frais. Donc si le fonds fait 7% net, donc une fois que les frais de gestion ont été payés, et qu'en réalité il y a 2% de frais de gestion et qu'il a fait 9% en réalité, mais que le marché a fait 8%, est-ce qu'il a surperformé ou est-ce qu'il a sous-performé ? En théorie, il a surperformé, mais vu que tu payes pour avoir cette surperformance, en fait tu sous-performes parce que tu payes trop cher. Donc oui, ouais, mais c'est les frais qui te plombent la exactement. Perte, en fait. Donc en fait, c'est pas une question de gestion, c'est une question de frais.
Donc pourquoi est-ce que nous, en tant que particulier, encore plus avec moins de contraintes, c'est-à-dire beaucoup moins de fonds à gérer, parce qu'il faut savoir que les professionnels ont des millions, voire des milliards à gérer, ce qui est beaucoup plus complexe que nos petits milliers d'euros de notre côté. Et en plus de ça, nous, on gère notre portefeuille, c'est notre argent, c'est notre stratégie, alors que C'est pas pour un tiers, quoi. exactement, les gérants de fonds, ils doivent faire face à la psychologie de leurs clients. Donc si le client il a décidé de sortir l'argent au pire moment parce qu'il n'est pas à l'aise avec ses investissements, qu'il a décidé de sortir, s'il récupère son capital, le gérant il n'a pas le choix, il doit sortir et il sort au mauvais moment. Exactement. Donc on a des atouts en tant que particulier, donc c'est pour ça que l'étude Spiva, oui c'est bien, clairement elle montre que factuellement les gérants professionnels sous-performent les indices, mais en tant que particulier je pense qu'il y a de quoi faire de très très belles choses en stock picking. Moi, je pense que... Alors, tu m'as pas demandé mon avis, mais... Je te le demande. Je suis très chaud. Je trouve que cette étude, en fait, elle est bien parce qu'elle permet de faire la comparaison investir dans un fonds d'investissement en tant que particulier vs investir en ETF. Ouais. Je trouve qu'elle donne qu'elle permet de répondre à la question, si tu hésites, est-ce que je vais prendre tel fonds qui va faire mieux que le marché vs un ETF monde qui est l'indice référence, qui essaie de battre le fonds. Et là, je pense que voilà, tu as quand même... ce que je dis souvent comme phrase, c'est que tu as... en prenant un fonds d'investissement, tu as 10% de chance, tu payes 10 fois plus cher pour avoir seulement 10% de chance de faire mieux. Donc je pense que là, le débat, il est assez vite clos. Par contre, effectivement, l'étude Spiva, elle ne mentionne pas le débat entre marché vs particulier. Et comme tu dis, vu qu'il y a cette histoire de frais, donc déjà que tu enlèves 2 points tous les ans, forcément, ça aide pas pour les fonds, mais en particulier, on les a pas, ces frais. Donc là, le débat est différent. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plus dur à trouver les datas. Tu vois. Je sais pas si toi, tu as les datas. Il y en a très peu. J'ai vu passer une étude qui a été réalisée par Interactive Broker, mais en fait, c'est très court terme. Ils prennent les datas sur une année. Donc ça doit se trouver si on cumule. Mais là, sur la dernière année, par exemple, ils disaient que c'était les investisseurs, si je dis pas de bêtises, l'étude qui est sortie, que j'ai vu passer, c'est les investisseurs européens en 2025 ont battu le marché mondial de 1,2 points. Les investisseurs particuliers, du coup, sur Interactive Broker. Ouais. Est-ce que c'était le cas en 2024? Est-ce que c'était le cas en 2023? J'en ai aucune idée. Donc... Et surtout, l'échantillon, c'est que les gars d'Interactive Broker. On n'a pas tous les autres investisseurs particuliers ici sur les autres courtiers, machin. Et tu vois, même ça, c'est une notion, mais Interactive Broker, c'est un courtier qui est quand même assez poussé, qui est complexe. Donc, tu as des investisseurs qui sont peut-être un peu plus avancés, qui ont un peu plus de capital, qui s'y intéressent un peu plus, alors que des néo-courtiers comme ce qu'on peut connaître avec Trade Republic, avec Trading 212, pareil, où c'était très très simple. Enfin, les courtiers où c'est simple, ça veut pas dire que c'est pas bien, juste c'est beaucoup plus simple. Là, peut-être que si on prend une cohorte des personnes au niveau connaissance, formation et stratégie, j'irais peut-être plus du côté de ceux qui sont sur Interactive Broker plutôt que sur ceux qui sont sur les néo-courtiers, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même un problème de ne pas avoir parce que tu vois, on revient sur l'étude Spiva, l'étude Spiva revient parce qu'elle permet de comparer deux choses, mais malheureusement, on n'a pas, tu vois, enfin, je trouve ça manque de data sur savoir qu'est-ce que font réellement les particuliers, parce qu'on a aussi la fameuse étude aussi de l'AMF qui dit que quand 90% des traders perdent au bout de 4 ans. Donc ça, c'est assez reconnu que je pense que voilà, quand tu te lances dans le trading en tant que particulier, c'est quand même c'est compliqué, quoi. Par contre, sur du stock picking long terme, bon père de famille, fait intelligemment, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les datas, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut nuancer, que l'étude Spiva c'est bien, que les ETF c'est bien, que les stock picking c'est bien, mais en fait on n'a pas de réponse absolue. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi, et je pense que toi t'es nuancé comme moi et comme beaucoup, mais globalement on peut pas avancer à 100% que les ETF feront une meilleure performance que le stock picking, tu vois. Peut-être oui, peut-être non. Genre, personne ne sait. Et surtout, ça va être compliqué de savoir ce que tous les particuliers ont fait en stock picking. Les courtiers ont les datas, je pense. Mais bon, il y a 36 courtiers, c'est hyper éparpillé, donc c'est très très délicat. Ouais, clairement. T'as faire une grosse étude. Ouf, je pense que là, c'est beaucoup de données. Gros taf, beaucoup de data. Ok. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu le contexte sur un peu gestion active, gestion passive, j'imagine dans ce que toi tu choisis et ce que tu analyses, tu cherches, j'imagine, le top 1%, voire le top 0,1% des actions qui ont pour objectif de surperformer. On va passer aux critères. J'ai envie que bien qu'on détaille les critères, on rentre vraiment dans le détail dans cet épisode. Mais avant de dire comment tu les choisis, j'aimerais déjà savoir qu'est-ce que tu choisis pas. Tu vois, dans le sens où, tu vois, c'est quoi les critères de no-go pour toi absolus? C'est Charlie Munger, je pense que tu connais, qui était l'associé de Warren Buffett, qui avait ce dicton, je sais pas si tu le connais ou si tu l'as déjà entendu, mais il disait « invert, always invert ». Donc en gros,
inverser, toujours inverser. Et c'est super puissant parce que c'est exactement ta question. C'est avant de savoir qu'est-ce que tu veux, déjà, fais en sorte de savoir ce que tu ne veux pas et tu feras un énorme tri et ça te simplifiera la tâche. Donc, sur les entreprises, ça peut paraître très bateau et très basique, mais globalement, les entreprises qui ne font pas d'argent, déjà, je regarde même pas. Alors, donc, je me permets de traduire, quand tu dis font pas d'argent, ne font pas de bénéfices. Pas de bénéfices, ouais. Donc, c'est des entreprises qui font du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires, peu de chiffre d'affaires, mais qui, globalement, à la fin des charges, des taxes, etc., ne génèrent pas de profit. Donc, les entreprises qui n'ont pas de profit, pour moi, c'est pas des entreprises qui vont m'intéresser. Je vais vraiment m'intéresser, moi, de mon côté, à des entreprises plus qualitatives et qui ont des business qui ont prouvé, etc. Mais avant d'aller là-dessus, on va continuer. Après, donc, des entreprises non profitables, des toutes petites entreprises. Pareil, il y a des stratégies qui sont très focus sur les small caps, mais il y a tellement de petites capitalisations que c'est très compliqué de les analyser et c'est un marché qui est quand même un peu spécifique. Et il y a quand même plus de risques sur ces boîtes-là. Donc, qui dit plus de risques, dit plus de potentiel de performance, mais dit potentiel de gain plus fort aussi. Alors, je m'arrête juste sur ce critère-là parce que je lis beaucoup. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas pro-stock picking dans le sens où je m'y intéresse moins que toi, mais j'ai lu à plusieurs reprises que, a priori, pour les particuliers, c'est sur les small caps qu'il y aurait les meilleures opportunités parce que, justement, elles sont délaissées par les grands fonds. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que c'est vrai et qu'en fait, quand tu es spécialisé dans le marché des small caps, que tu le connais bien, que tu arrives à bien les analyser et que tu trouves les anomalies de marché, notamment parce que les grands fonds ne vont pas forcément sur ces boîtes-là. Il y a d'ailleurs un gérant français qui est assez connu, c'est William Higgins, qui fait ça, qui du coup le fait depuis 1993 sur son fonds et qui bat largement les indices. Donc c'est l'exemple d'un fonds qui surperforme largement depuis de très nombreuses années. Et lui, il est spécialisé sur les small caps. Donc en gros, moi, c'est un no-go pour mon analyse parce que j'ai pas l'expertise et la vision du marché des small caps. Et il y aurait tellement d'entreprises à analyser et j'ai pas les moyens humains ni temporels pour analyser tout ça. Donc je fais des choix. Mais oui, ça peut être un très très bon marché si tu le connais bien. Il y a de très bonnes opportunités. Mais tu peux te planter très fort aussi, quoi. C'est ça qui est un peu délicat. Donc je préfère avoir. Il faut le faire au doigt mouillé, quoi. Il faut le faire aussi bien que toi tu le fais sur les grosses boîtes, mais sur les petites. Ouais, et il faut à mon avis multiplier les analyses parce que vu que tu as un champ de possibilités très large, en fait, avant de trouver vraiment l'entreprise qui a une réelle anomalie qui te permettrait d'avoir une marge de sécurité sur ton achat suffisant, complexe, je pense. Du coup, voilà, c'est bien, mais moi de mon côté, je le fais pas parce que je préfère me concentrer sur ce que je fais mieux, ce que je gère et ce que je comprends. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères que tu exclus ? J'exclus les entreprises, et encore là, j'ai mis un petit peu de nuance, mais globalement, les entreprises où il y a trop l'État qui traîne dedans. Ça, c'est un critère que je regarde. Alors, État français ou État même américain ? Parce que moi, je sais que c'est un des critères sur le PEA, par à titre perso. Je vais faire du French bashing. Tu peux le dire, moi, je l'ai déjà dit. Dès que l'État français est actionnaire, j'y vais pas, moi. L'État français actionnaire, j'y vais pas, mais je mets un peu de nuance quand même parce que finalement, en 2025, si on regarde le portefeuille de l'État français, il n'a pas fait une performance si dégueu. Parce que j'ai vu ça. Mais sur le long terme. Sur le long terme, pas ouf. Mais cette année, quand tu vois les performances de la Défense, quand tu vois les performances de Orange, par exemple, qui est une boîte que je n'affectionne pas du tout, mais qui fondamentalement a fait une très belle perf en 2025, tu te dis que parfois ils peuvent aussi bien s'en tirer. Donc des boîtes où il y a, par exemple, je pense à du Thales, je pense à du Dassault, je pense à ces boîtes-là, dans la défense notamment, qui ont forcément un lien avec l'État parce que c'est leurs clients, globalement. Pourquoi pas, mais en dehors de ces boîtes-là, tout ce qui est en lien avec l'État, français notamment, j'évite. Et même, et même tout type d'État, parce qu'en fait, une entreprise a pour objectif, et ça c'est très capitaliste, l'entreprise a pour objectif de faire du profit pour être rentable pour ses actionnaires. Grosso modo, c'est un peu la finalité d'une entreprise. Après, il y a évidemment plein d'étapes entre les deux, faire un bon produit, satisfaire ses clients, etc. Mais globalement, c'est ça le but. Et quand tu as un État qui intervient à l'intérieur des entreprises, ça met du conflit d'intérêts. Elle n'a pas le même objectif. Son objectif, c'est pas forcément de faire du profit pour les actionnaires. Donc, en tant qu'actionnaire, c'est pas bon pour moi. Donc, je préfère éviter. Mais pour y en avoir d'autres, mais je pense que ces trois-là, c'est pas mal. Sinon, on a un bon premier filtre. On a un bon premier filtre. On va faire un épisode que sur les exclusions. Ok, on va passer maintenant aux critères cool à regarder.
Alors, je vais te laisser peut-être développer les tiens après, mais je vais te lancer déjà sur un premier, Ouais. un premier critère qui, je pense, te paraît important, c'est la qualité du business. J'imagine que c'est un truc que tu regardes. Ma question, c'est plutôt comment tu le regardes, en fait. Enfin, déjà sur quels critères de qualité de business tu t'attardes, et surtout, comment tu le vois, comment tu le trouves, comment tu sélectionnes ça. Alors, pour répondre à ta question, je vais te parler un peu de l'évolution que j'ai eue dans ma façon d'analyser. Parce que quand j'ai commencé, il y a 3 ans, à analyser vraiment des boîtes régulièrement, j'analysais d'abord la partie financière. En fait, je voulais des boîtes qui étaient qualitatives au niveau financier, qui avaient des finances très saines au niveau de la croissance, au niveau de la profitabilité, des marges. On pourra rentrer dans le détail de ces Ouais. critères après. C'est bien ce qu'on appelle l'analyse quantitative. ça, Ouais, j'imagine, cette l'analyse partie-là, ouais. quantitative. Et du coup, je suis revenu un petit peu de ça, parce que ça, c'est important. Mais pour moi, c'est juste pour avoir l'assurance qu'au niveau des chiffres, ça raconte la même chose que ce que j'ai vu dans l'analyse fondamentale, dans l'analyse qualitative du business. Et c'est plus vraiment je peux accepter des chiffres quantitatifs un peu moins bons si vraiment j'estime que le business est fou. Par exemple, là, dernièrement, j'ai acheté Uber. Parce que Uber, en fait, quelque chose que j'apprécie beaucoup avec une boîte comme ça, c'est comme Netflix, par exemple, c'est que c'est une boîte qui a un effet de réseau énorme. C'est une plateforme. Donc, en gros, ils mettent en relation des chauffeurs et des clients. C'est globalement, ils ont un effet de réseau qui est monstrueux. Et surtout, Uber, ça a remplacé un mot qu'on utilisait avant, c'est-à-dire le mot taxi. Aujourd'hui, je dis plus je vais prendre un taxi, c'est je vais prendre un Uber. Tu vois, quand on arrive à ce niveau de conscience de genre une marque est devenue un mot du vocabulaire, ouais. comme Netflix, tu vois, Netflix, franchement, il faudrait On fait une regarder le soirée nombre. Netflix, ouais. Ouais, on se fait un Netflix. Genre, Ouais, tu vois, ça c'est un critère. Moi, je me dis, putain, il y Et ça va a. même plus loin avec Uber parce qu'on parle d'ubérisation de la société, tu vois. Ouais, Donc je sais ce que tu veux dire. c'est un critère où je me dis, là, il y a un truc, tu vois. Là, il y a vraiment. Et pourtant, Uber, quand tu regardes les chiffres, ils sont pas rentables depuis très longtemps. C'est ce que j'allais te dire, ils n'étaient pas rentables pendant de nombreuses années, Ouais. mais ils viennent de l'être, c'est ça? Ouais, en fait, il y a eu un changement de management, donc ça aussi, c'est des critères que tu vas regarder. Mais en gros, il y a. Alors, je vais écorcher son nom, mais son prénom, c'est Dara. C'est le nouveau CEO de Uber. Son nom, c'est un truc à dormir dehors, donc j'ai évité de l'écorcher. Et en fait, il a repris la boîte il y a quelques années et il a fait le virage de la profitabilité. Et depuis, Uber est vraiment sur une pente superbe, alors qu'avant, c'était beaucoup plus chaotique. Et voilà, bon, bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, je vais beaucoup m'attarder sur quelle est l'activité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Et pour ça, je vais justement voilà, répondre à plein de questions sur l'entreprise. Donc moi, j'ai un process en 33 questions. Donc je vais checker quelle est l'activité de la boîte, qu'est-ce qu'elle vend, où est-ce qu'elle le vend dans le monde, qui sont ses clients, est-ce que ses clients sont satisfaits, voilà, qui est aux manettes, est-ce qu'il est là depuis longtemps, est-ce qu'il se rince extrêmement fort au niveau de son salaire, ou alors est-ce qu'il prend, oui, un bon salaire, mais ça représente une infinité, enfin une toute petite partie de ce que peut faire l'entreprise. Je vais regarder également les différentes faiblesses, je vais regarder les forces, les risques, les perspectives d'avenir aussi. Parce que là où j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, il faut que tu pousses beaucoup plus l'analyse du business en lui-même. Et c'est pour ça que on va rentrer un peu dans les critères et tout ça après. Mais ce qui est important dans l'analyse, c'est de comprendre que ce qu'on a comme data aujourd'hui, c'est des datas sur le passé. Donc tout ce qui est chiffré, c'est passé. Toutes les datas qu'on a sur le business actuel, c'est passé. Le but de l'analyse, c'est de déterminer si l'entreprise va réussir à faire exactement la même chose sur les prochaines années et pourquoi pas avoir de la croissance. Et du coup, il est extrêmement important de comprendre l'avantage concurrentiel, de comprendre comment fonctionne l'entreprise pour se dire, OK, quelle est la vision, quelle est la direction de la boîte et est-ce que je suis aligné avec ça? Et du coup, je construis ma thèse d'investissement autour du fait que l'entreprise, dans 5-10 ans, on aura une ubérisation de la société et on aura peut-être voilà, on pourra utiliser Uber pour commander, je sais pas, quelqu'un pour nous aider à faire la cuisine, quelqu'un pour nous aider à faire du ménage, quelqu'un pour emmener notre enfant à l'école. Je dis des bêtises, tu vois, mais c'est possible. En fait, Uber, c'est quoi aujourd'hui? C'est une application. C'est une application qui te permet de mettre en relation des gens qui proposent un service, c'est-à-dire soit la food, soit le taxi, exactement. La bouffe, ouais. Donc, j'essaie beaucoup plus de réfléchir comme ça, tu vois. Ok, et est-ce que tu fais partie dans tes critères? Est-ce que tu trouves que le fait que tu consommes le produit, c'est un critère important pour toi? Oui, ou au moins que je le comprenne. J'essaie d'avoir la compréhension sur ce que j'ai en portefeuille au maximum ou que ça reste simple. Parce que... Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Parce
Après, tu peux pas être consommateur de toutes tes actions, quoi. Enfin, Non. quand c'est du B2B, par exemple, tu peux pas non plus. Mais finalement, je suis en train de. Si je réfléchis, moi, j'ai très peu d'actions en portefeuille. J'en ai 13. Mhm. Donc, il y en a peu que j'utilise pas du tout, hein. J'ai S&P Global que j'utilise pas trop, qui est une boîte qui fait de la notation. Si tu prends un ETF S&P 500, c'est ça? Oui, c'est vrai, au final, j'utilise. Oui, c'est vrai. Mais bon, ils font beaucoup de B2B, notation, etc. C'est quand même ce qui leur apporte une majorité de ce qu'ils gagnent. Je réfléchis, mais globalement, après, il y a beaucoup d'entreprises qu'on utilise au quotidien. Tu vois, j'ai du Mastercard, par exemple, Google, que j'ai acheté en avril et j'ai fait x2 sur l'action, tu vois, parce que j'estimais qu'il y avait vraiment une décorrélation entre la qualité de la boîte et sa valorisation à ce moment-là. J'ai mis, pour être tout à fait transparent, j'ai mis 10 000. J'ai fait 10 000 euros de plus-value en 7 mois, tu vois. Donc, il y a aussi des opportunités comme ça. Et le S&P 500, à cette époque-là, si j'avais mis 10 000, j'aurais pas fait autant. Et donc, ouais, j'essaie quand même d'avoir une compréhension sur les produits. Même si je l'utilise pas, au moins que ça soit simple. Alors, dans les critères que tu as détaillés un peu sur la qualité du business, il y en a, pour moi, il y en a un qui était. Tu as dit une phrase qui était pour moi un autre critère et qui m'intrigue beaucoup parce que quand je fais de l'analyse de stock picking, alors j'ai pas une checklist aussi détaillée que toi, mais je me suis fait forcément ma checklist comme tout amateur de stock picking. Et il y a un critère que je sais pas comment analyser. Tu as parlé de la qualité du management. Je sais que c'est un critère très important. Comment tu sais comment est bon le management, tu vois? Parce que tu peux voir, c'est un nom connu. Bon, ben voilà, a priori, Steve Jobs c'était bon, tu vois. Steve Jobs était un très mauvais manager. Hein? Steve Jobs, par exemple, était connu pour être mauvais, pour être brillant, mais pas un très bon manager, par exemple. Et comment tu sais, tu vois, la qualité du management? Comment tu vérifies ce critère et comment tu t'en convaincs que tu es OK avec ça? Alors, déjà, tu peux regarder au niveau un peu de la tête de l'entreprise, quel est leur parcours, depuis combien de temps ils sont là. Tu vois, ça c'est très important aussi. Par exemple, Satya Nadella, qui est à la tête de Microsoft, il est à la tête de Microsoft depuis je sais pas combien d'années, mais avant ça, il était déjà chez Microsoft dans d'autres postes bien haut placés, et ça fait quasiment 15-20 ans qu'il fait sa carrière chez Microsoft. Donc le mec, il connaît la boîte, quoi. Il est là depuis un moment et il n'est pas simplement venu pour sauver la boîte pendant 1 ou 2 ans et puis changer de boîte. On a tous l'exemple de... Enfin, je pense qu'il manque des morceaux à l'histoire, mais Carlos Ghosn chez Renault, tu vois. Ça avait choqué un peu... choqué. Quand il y a eu un pataquès, je ne sais plus ce que c'était précisément, mais il était venu 1-2 ans et puis ensuite il était parti. Et en fait, sur les boîtes françaises, on le voit là chez Renault, chez Stellantis, beaucoup chez les constructeurs automobiles, ils changent de PDG régulièrement. Donc là, je me dis, ok, en fait, le management, il n'est pas stable, il y a un manque de stabilité, de vision, de régularité. Donc, je regarde ça, donc l'antériorité, le parcours, et je regarde aussi, et ça c'est très important, et c'est pour ça que ça ramène un deuxième point qui est extrêmement important quand on fait du stock picking, c'est que l'analyse initiale, c'est bien, mais ensuite, il faut voir si la thèse d'investissement que tu avais initialement est en train de se réaliser, ou au contraire, si l'entreprise sur laquelle tu as investi n'a pas du tout la bonne trajectoire. Et pour ça, il faut faire un travail qui est, encore une fois, fastidieux, mais qui est essentiel, c'est analyser les rapports trimestriels et les rapports annuels. Et qu'est-ce qui peut être intéressant quand tu veux analyser le management et que tu as un historique sur les rapports annuels et les rapports trimestriels, c'est que tu peux regarder en amont ce qui a été annoncé par l'entreprise et par le management et vérifier que ça a été appliqué et que ça a été mis en place et que ça a délivré du coup au niveau de l'entreprise. Et ça c'est un travail, mais pour faire un exemple, si tu as une entreprise... Tu regardes sur un rapport trimestriel, tu regardes ce qui a été annoncé et tu regardes celui d'après, si ça a été réalisé. Ouais, à l'échelle du trimestre, c'est chaud. Mais par exemple, tu vois, il y a des boîtes, j'ai analysé 7 ou 8 rapports trimestriels depuis que je les ai en portefeuille maintenant. Si je regarde par exemple au Q1 2024, ce qui avait été annoncé pour Google, à projection 2026, je vais regarder, ok, est-ce qu'on est proche, est-ce qu'on n'est pas proche, parce que souvent les entreprises dans les rapports annuels vont avoir des projections à court terme et parfois un peu plus à moyen terme. Donc est-ce que par exemple ASML, qui est une boîte que je n'utilise pas forcément et qui est un petit peu complexe, donc c'est une entreprise qui fabrique des machines qui est en tête de chaîne des semi-conducteurs. On va pas faire plus compliqué. Et en gros, ils ont ce qu'on appelle une guidance. Donc en gros, ils se projettent et ils donnent des projections en disant en 2030, on aura tant de chiffre d'affaires, on aura tant de marge et on aura tant de profit. C'est eux qui l'annoncent, ça, c'est pas des analystes. C'est eux qui l'annoncent. Et donc du coup, forcément, toi, entre aujourd'hui et 2030, tu vois le temps qu'il y a. Ils l'ont annoncé peut-être en 2024. Et du coup, tu vois la direction.
Est-ce qu'ils tendent vers ça? Est-ce qu'ils sont vachement en retard? Et là, tu vois, tu peux te dire, OK, ils annoncent ça, c'était en fait des chiffres en l'air, quoi. Mhm. Si... Mais je trouve que pour moi, tu vois, c'est la plus grosse difficulté, je trouve, dans le stock picking. C'est vraiment ce point-là, tu vois, c'est le côté prévisionnel. Comme tu disais tout à l'heure, on a le passé et le futur, on ne le sait pas forcément. Et on se base que sur des prévisions, que fait souvent la boîte. Et le problème, c'est que si les prévisions ne sont pas réalisées, ils sont sanctionnés tout de suite en fait, à la publication des résultats. Ouais. Et nous, en tant qu'investisseur particulier, c'est trop tard, tu vois, si tu veux vendre à ce moment-là. Donc, tu vois, alors j'anticipe un peu une des questions que je vais te poser après, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, si, du coup, on revient peut-être à ce que tu disais tout à l'heure sur la thèse d'investissement, si elle ne se réalise pas et que finalement, ce qu'ils ont prévu ne se réalise pas et que, du coup, la boîte, elle prend un moins de 10% suite à la publication des résultats, comment tu réagis à ce moment-là? Je prends jamais de décision hâtive. Déjà, de mon côté, j'évite de prendre des décisions sur des trimestres parce que, en fait, les entreprises cotées ont l'obligation de faire des rapports trimestriels. Mhm. C'est bien pour nous, hein, parce qu'on peut voir l'évolution trimestre après trimestre, on a une régularité sur les données qu'on peut avoir, etc. Mais en réalité, à mon sens, c'est une énorme connerie parce que quelle entreprise est pilotée au trimestre aujourd'hui, tu vois? Tu peux avoir des objectifs court terme, mais un trimestre, c'est extrêmement court. Même à notre échelle, tu vois. Oui, on bouge sur un trimestre, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, ne jamais juger sur un trimestre et toujours essayer de un peu dézoom et savoir si la direction de l'entreprise est toujours bonne et si les fondamentaux de la boîte sont toujours alignés par rapport à ta thèse d'investissement. Si par contre, tu enchaînes 2, 3, 4 trimestres, une année et demie où tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe pas bien et que le cours de bourse ne l'a pas forcément encore intégré, là, ça peut être un critère de vente ou d'arbitrage, tu vois. Ou alors un critère de vente que j'avais eu moi, parce que c'est un peu la question finalement, quand est-ce que tu vends, tu vois. Moi, j'ai vendu Apple il y a quelques mois parce que j'estimais qu'il y avait une décorrélation entre l'évolution de la boîte et des fondamentaux de l'entreprise et son prix. Sur les 2 dernières années, alors là, ils ont publié de bons résultats dernièrement avec l'iPhone 17. Mais avant ça, la croissance de Apple avait ralenti. Donc bon, ok, Apple, ça reste très solide. Quand même, l'iPhone, tout ce qu'ils produisent, les produits, c'est quali. Ils augmentent leurs services, ils font de plus en plus de chiffres avec ça, il y a du recurring, ok. Mais globalement, ça ralentit. Si le prix stagne, ok, la valorisation intègre le fait que ça ralentit, pourquoi pas. Et là, on peut laisser un peu de temps, se dire peut-être que ça va repartir, on va attendre. Mais là, je voyais l'entreprise ralentir et le prix s'envoler. On était sur les plus hauts. Là, quand j'ai vendu, on était à quasiment $270. Ça n'avait jamais été atteint. Donc là, tu as des fondamentaux qui ralentissent un peu. Un prix qui s'envole, ton rapport entre le risque potentiel et la performance que tu peux avoir, là, il y a une courbe qui se croise. Là, c'est pas bon. Donc du coup, j'ai récupéré mon capital là et je l'ai alloué ailleurs parce que j'estimais que... Tu pensais qu'elle était un peu surévaluée? Ouais, c'était une question de prix et c'était une question aussi de fondamentaux, tu vois. Il y avait vraiment une diminution des fondamentaux et une évolution très positive du prix. Ce qui n'est théoriquement pas logique, quoi. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le long terme, donc sur 5-10 ans, ce qui va driver l'évolution du prix d'une action, et ça, on aurait presque dû le dire au début, mais c'est l'évolution des bénéfices. En gros, il y a une corrélation future. Les bénéfices futurs font une grosse partie de la performance. Il y a une corrélation très forte, même à l'échelle du S&P 500, entre l'évolution des bénéfices des entreprises et l'évolution du cours de bourse. Donc, on se doit d'avoir des entreprises qui font la croissance et sur lesquelles on peut avoir de la visibilité sur la croissance future. Parce que c'est ce qui, globalement, fera la performance. Et c'est pour ça qu'un des critères qu'on peut regarder aussi, c'est la régularité des revenus. Est-ce qu'il y a du recurring? Est-ce que c'est un business à abonnement? Est-ce que Mastercard, par exemple, si tu regardes le parc de cartes bancaires qui sont dans le monde, si ton nombre de cartes augmente, potentiellement que le nombre de transactions va augmenter. Et donc, globalement, voilà, demain, mis à part un gros piratage international où il n'y a plus d'électricité partout, globalement, Mastercard, ça va fonctionner, tu vois. Ouais, puis en plus, eux, ils prennent un tout petit bout de multiplié partout. Par des millions de transactions journalières. Ouais, alors, je digresse un peu, mais tu ne penses pas que c'est menacé par les cryptos? Si un jour les cryptos deviennent vraiment employés... Ils l'intègrent déjà. Ouais. Ils l'intègrent, eux, dans les solutions. Et puis Mastercard, ils sont, à mon sens, plus malins que Visa là-dessus. Parce que Visa est très, très concentré sur la partie paiement. Mastercard, ils sont, oui, concentrés sur la partie paiement, mais ils sont en train de développer aussi tous les services ajoutés, dont crypto, blockchain, voilà. Donc, je
pense qu'ils sont mieux placés que Visa sur ça. Ouais. Je pense. Moi, j'avais 2 positions. J'avais à la fois Mastercard et Visa. Et puis, j'ai voulu diminuer un peu mon portefeuille parce que forcément, ça prend du temps de suivre les entreprises. Donc, j'ai vendu Visa et j'ai mis sur Mastercard. Ok. Les deux sont très bien. Mais voilà. Moitié de perso, j'ai l'autre. Moi, j'ai Visa. Ah ouais. Mais j'ai pas une analyse aussi poussée que la tienne. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai analysé sur Visa me paraissait très bien. Mais du coup, tu vas rentrer, tu vas vendre Visa, tu vas mettre sur Mastercard. Peut-être. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais jamais copier. Non, moi, je suis pour le coup, je fais très 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 peu de mouvements stock picking, donc non, je préfère de rien toucher pendant. Mais tu sais que c'est marrant parce que j'en fais très peu aussi des mouvements. En fait, là, je parle de ce qui s'est passé sur l'horizon d'une année. Cette année, alors j'achète régulièrement, mais globalement sur les gros mouvements de portefeuille, je pense que j'ai vendu 3 entreprises. Et j'ai diminué mon portefeuille, donc j'ai juste voulu plus concentrer, mais j'ai... Et sur le temps que tu passes, alors je te parle pas de temps d'analyse d'une nouvelle boîte, sur ton portefeuille existant, comment tu gères le temps de suivi de ton portefeuille? Parce que, est-ce que tu regardes les rapports trimestriels de chaque boîte, rapport annuel de chaque boîte, combien de temps ça te prend? Est-ce que du coup, tous les 3 mois, tu dois te bloquer une semaine où tu fais que ça? Enfin, comment tu gères? Alors, finalement, c'est la gestion active. Ouais, mais moi, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, du coup, d'avoir une activité qui fonctionne avec des personnes que j'accompagne justement à s'autonomiser autour de la bourse, que ce soit les ETF. Enfin, un peu comme toi, ça, on a un peu le même but. Et voilà, ça fonctionne bien. Et en fait, j'ai internalisé quelqu'un, un des premiers membres que j'ai accompagné, qui s'était passionné pour l'investissement en bourse et notamment l'analyse action. Et en fait, je l'ai un peu pris sous mon aile et on a vraiment bossé le process à fond pour que lui, il puisse exactement. Et en fait, il le fait aussi pour les personnes que j'accompagne. Comme ça, ils n'ont pas ce temps-là à passer sur les analyses. Mais nous, on va écouter les conférences. Enfin, du coup, Chris qui bosse avec moi, il écoute les conférences. Il regarde toutes les données, etc. Et ensuite, il nous fait tout un rapport du dernier rapport trimestriel. Donc, à chaque fois... Dans les 3 à 4 jours suivant le rapport trimestriel, on a toutes les datas. Et après, moi, je regarde un peu plus aussi pour moi. Je vais l'écouter aussi de temps en temps sur certaines boîtes. Mais il y a des boîtes, en fait... un Visa, par exemple, tous les résultats trimestriels, c'est plutôt... Il y a une belle... C'est assez linéaire, quoi. Si on revient sur les critères, donc là, pour l'instant, vous expliquez... Juste pour le coup, pour répondre aussi... En gros, pour analyser un résultat trimestriel d'une entreprise, tu peux y passer entre une demi-heure à 1 heure. Si toi, tu es dans ton coin en tant que stock picker, tu vois, tu peux aller sur le site de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a des technologies de traduction, d'IA, etc., qui permettent de pouvoir extraire les données importantes. Ok. Du coup, si on revient sur les critères, donc tu as parlé de la qualité du business. On a parlé du coup de la qualité du management, finalement, pour moi c'est un deuxième critère, mais on peut le mettre dans le premier. Quel autre critère tu vois? Alors j'en ai quelques-uns en tête, mais je suis curieux de que tu me dises, toi, les premiers qui te viennent en tête, qui te paraissent vraiment importants à regarder, comment les regarder et sur quoi tu te bases? Au niveau fondamental, là encore, pas forcément au niveau quantitatif. Moi, dans ma tête, j'avais plutôt des critères quantitatifs, mais écoute, on peut se dire 2 critères qualitatifs et 2 critères quantitatifs. En gros, pour finir sur le qualitatif, ce qui est super important sur une entreprise, c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'est le fait de s'assurer que le chiffre d'affaires qu'elle génère et les profits qu'elle génère aujourd'hui, elle puisse toujours les faire l'année prochaine et faire de la croissance, etc. Donc, un des critères qui est très très important à regarder, c'est l'avantage concurrentiel, ce qu'on appelle le moat. C'était un des mots phares de Warren Buffett et qui a pris sa retraite d'ailleurs de Berkshire au 31 décembre, donc c'est une page qui se tourne. Mais ça, c'est ultra important parce que l'avantage concurrentiel, c'est quoi? C'est simplement le fait d'avoir une protection autour de son business pour justement s'assurer qu'il va y avoir toujours le même chiffre d'affaires et la même croissance l'année prochaine. Donc ça, c'est très important. Il y en a plein des avantages concurrentiels. Il peut y avoir l'effet de réseau, il peut y avoir l'économie d'échelle, il peut y avoir... avantage technologique. Ou alors, on va dire des clients, par exemple, ASML a un avantage concurrentiel technologique parce qu'ils ont une technologie ils sont quasiment les seuls à faire ça, voire même les seuls. Il y a les Chinois qui sont en train de faire un peu la même chose, qui essaient, mais sans eux,
en fait, la chaîne des semi-conducteurs tourne pas aussi bien. Il y a que eux qui font ces machines-là. Donc, tu vois, eux, ils ont un avantage concurrentiel là-dessus. Ça leur permet d'avoir de la visibilité sur les machines qu'ils vont pouvoir vendre. Amazon va avoir un effet de réseau et un effet d'échelle avec toute la partie logistique. Et voilà, ça, c'est difficilement reproductible. Tu vois, tous les entrepôts qu'ils ont construits, les process de logistique, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'avoir. Il y a aussi le coût du changement, non, ouais, le coût de changement. Par exemple, quand Ouais. moi, je l'ai vécu quand je passais de PC à Apple. Dur. C'est chiant, quoi. Putain, ouais, mais tu verras, tu reviendras pas sur PC. Enfin, ça dépend ce que tu fais comme utilisation. Mais ça va, j'en suis content. ouais, franchement, ça fonctionne très bien. Et oui, ça, c'est un très très bon. Je l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû presque commencer par celui-là, mais le coût de changement, c'est super important. Par exemple, Microsoft, toute la suite logicielle qu'ils mettent à disposition pour les entreprises, tous leurs salariés sont formés là-dessus, tout le monde utilise ça. T'imagines changer le logiciel? Ça coûte la galère. Une fortune, quoi. Une fortune. Et le temps pareil de formation pour, pareil pour le cloud. Par exemple, tous les serveurs et toutes les solutions web qui sont hébergées sur AWS, donc le cloud de Amazon, si tu dois changer de cloud, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et à partir du moment où tu dis, putain, la flemme, c'est bon, tu vas le laisser. Du coup, si on passe sur des critères plutôt quantitatifs. Ouais. Alors, moi, je vais te dire les miens. Attends, on va faire un petit test. Je vais te dire deux qui sont importants pour moi. Et tu vas me dire si j'ai des bons critères et tu vas surtout les étayer. Moi, je regarde toujours croissance, chiffre d'affaires, croissance des bénéfices, croissance sans charge avec ces deux sous-critères. Et je regarde beaucoup, alors je vais en donner 3 qui me paraissent importants en quantitatif. Donc, croissance, chiffre d'affaires, croissance des bénéfices. Je regarde aussi le ROE et je regarde les marges. Ouais. Est-ce que c'est 3 bons critères? C'est 3 très bons critères. En gros, en critères quantitatifs, on peut faire des études parce que forcément c'est plus simple c'est moins subjectif que les critères qualitatifs. En fait, tu peux facilement, même avec des screeners, le voir, quoi. Ouais, et surtout en fait, tu peux avoir du backtest. Et il y a 2 grands critères, on va dire, qui ont une forte corrélation avec la performance future des entreprises. C'est la croissance, donc croissance du chiffre d'affaires, croissance du bénéfice, croissance des cash flows aussi, donc du flux de trésorerie qui va rester. Et tu vas avoir les critères de profitabilité, rentabilité. Tout ce qui va être marge, tout ce qui va être retour sur capitaux propres, retour sur capital investi. Voilà, c'est de là. Est-ce que tu peux faire juste une petite digression là-dessus? Est-ce que tu peux expliquer simplement qu'est-ce que c'est la différence entre le ROE, retour sur capitaux propres, et le ROIC, retour sur capital investi? Ouais, alors ROE, c'est donc retour sur capitaux propres, c'est quelle rentabilité va obtenir l'entreprise sur l'argent qu'elle va investir, mais sur ses propres capitaux. Par exemple, toi, si dans ton entreprise, tu mets 100 € pour payer un monteur qui monte une vidéo qui t'apporte 1 000 € de chiffre d'affaires, mais tu vas avoir un retour sur tes capitaux propres qui étaient à toi, c'était ta trésorerie, de 10. Donc ça, c'est très cool. ROIC sur le capital investi, donc bref, en fait, ça va être plus sur les investissements que tu vas réaliser. Là, c'était une charge opérationnelle. Tu vois, le monteur, c'était plus une charge opérationnelle et les investissements, c'est plus sur, par exemple, imaginons du matériel ou des choses comme ça. Ouais, un peu plus comme ça, par exemple. Mais c'est plus difficile. En fait, à notre échelle, c'est difficilement mesurable. Est-ce que tu as les mêmes ratios à regarder donc pour le ROE et le ROIC? Est-ce que tu te fixes pareil ou est-ce qu'il y en a un qui peut se permettre d'être plus ou moins important? En fait, il faut faire attention au ROE. En fait, il faut toujours croiser les ratios. Il y a le ROE, il y a le ROIC, tu peux avoir aussi le retour sur capital employé, donc le ROS. Tu as différents ratios que tu peux regarder. Et c'est toujours bien de regarder plusieurs ratios dans une même catégorie parce que comptablement, il y a des ratios qui peuvent être un petit peu manipulés. Parce que tout part en fait du compte de résultat, du bilan et du tableau de flux de trésorerie comme ce qu'on on utilise pour tout type de boîte. Et le ROE, c'est bénéfice net divisé par les capitaux propres. Donc, en gros, résultat net. Donc, en gros, tu as 2 façons d'augmenter ton ROE. Soit tu augmentes ton résultat net, soit tu diminues tes capitaux propres. Et si ton ROE augmente, mais que c'est tes capitaux propres qui diminuent, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Pas terrible, quoi. Donc en fait, il faut toujours croiser plusieurs ratios. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité absolue au niveau des... Il ne faut pas être blanc ou noir. Tu vois, par exemple,
Pour la croissance du bénéfice, on dit souvent au-dessus de 10-12% par an, c'est très positif. Oui, mais si tu fais 8% aujourd'hui, mais que tes prévisions de croissance et que tu es vraiment sur une pente ascendante sont de 14% par an, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une entreprise qui fait 10% aujourd'hui, mais qui a prévu 8 pour les 5 prochaines années, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être multicritère, regarder large au maximum et avoir une vision d'ensemble, que ce soit quantitatif, qualitatif, et prendre une décision avec toutes les datas, quoi. Ok. Et sur les marges, pourquoi c'est important du coup les marges? Les marges, c'est très important parce que c'est une grosse indication déjà de la profitabilité de l'entreprise. Donc il y a trois marges, hein. Donc la marge brute, la marge d'exploitation et la marge nette. Donc la marge brute, c'est la première marge, c'est une fois que tu as enlevé tes coûts de production, on va dire vraiment ce qui te sert à générer. Ensuite, tu vas avoir les coûts d'exploitation, donc tu as d'autres types de coûts, on va pas rentrer dans le détail, mais tu peux avoir des salaires, tu peux avoir voilà, différentes charges. Donc tu arrives à ton résultat d'exploitation et donc tu as une marge d'exploitation. Et ensuite, tu as tout ce qui est taxes et impôts. Et là, tu vas avoir un delta entre ta marge d'exploitation et ta marge nette. Et les marges, c'est super important parce que c'est ce qui reste dans la bonne... Enfin, en gros, une entreprise qui rentre 100 euros de chiffre d'affaires, mais qui génère au final 1 euro de résultat net, elle fait 1% de marge, c'est extrêmement faible. Donc, plus les marges sont élevées, mieux c'est. Et surtout que des marges élevées, la plupart du temps, vont être synonymes d'avantages concurrentiels élevés aussi. Parce que ça veut dire que globalement, ils ont du pricing power, donc ils peuvent avoir des prix qui leur permettent d'avoir des marges intéressantes. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ce pouvoir de fixation des prix, donc pricing power? Parce qu'en face, il n'y a pas de concurrence pour voilà, baisser les prix et du coup, ils peuvent avoir voilà, le prix qu'ils souhaitent et essayer de l'augmenter. Et après, très intéressant aussi de suivre l'évolution des marges. Moi, ce que je regarde comme critère la plupart du temps, et ça sur tous, c'est l'évolution. Sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Ouais. J'accorde beaucoup plus de crédit à une entreprise qui a des critères moyens aujourd'hui, mais qui sont en hausse, plutôt qu'une entreprise qui a voilà, des critères quantitatifs un tout petit peu plus élevés, mais qui en fait depuis 5 ans sont en décroissance. Tu vois. Et notamment pour les marges. Une entreprise qui arrive à augmenter ses marges année après année, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire justement qu'elles ont de plus en plus d'avantages concurrentiels et elles arrivent toujours à augmenter leur prix sans que ça diminue. Et ça impacte leur business. Ouais, finalement, la marge, c'est un indicateur qui a la croisée de l'analyse quantitative et qualitative, finalement. Parce que ça te donne aussi une idée de son mote. Ouais, tous les critères. Hein. Tous les critères quantitatifs traduisent quelque chose en qualitatif. Okay. Par exemple, si tu as la croissance du chiffre d'affaires, est-ce que tu as une croissance grâce à une augmentation des prix ou est-ce que tu as une croissance grâce à une augmentation des ventes et donc du volume de produits? Ça ne veut pas dire la même chose. Ouais. Tu peux vendre au même prix et vendre beaucoup plus. Tu peux vendre le même nombre de produits beaucoup plus cher. Ça ne traduit pas du tout la même chose en qualitatif, tu vois. C'est clair. Et toi, tu as des ratios à nous partager sur lesquels tu te bases, par exemple, je sais pas moi, un ROE minimum en dessous duquel tu ne vas pas, ou un ROE que tu considères, enfin je sais pas, je dis ROE ou des marges, tu vois, des ratios intéressants. Le ratio de rentabilité, c'est un peu plus, on va dire, touchy parce que ça peut être très élevé, ça peut être très faible. Il faut vraiment tout regarder. Mais globalement, sur la croissance, par exemple, au niveau des bénéfices, j'ai 3 catégories. Donc, en gros, j'ai en dessous de 8%. Donc, ça, c'est catégorie rouge pour moi. Ça veut dire que, en fait, je me base sur le S&P 500, sur les moyennes. Donc, en moyenne, le S&P 500, sur les 5 à 10 dernières années, a eu une croissance des bénéfices de 9% environ. Ça peut, je ne vais pas regarder les derniers chiffres là, mais ça peut varier un peu, mais globalement, c'est ça. Donc, si l'entreprise a une croissance des bénéfices inférieure à 8%, elle fait moins bien que le S&P 500. Donc déjà, warning, pas vraiment d'intérêt d'aller là-dessus. Exactement. Avec ton ETF, tu fais pareil, quoi. Exactement. Ensuite, catégorie middle, orange, entre 8 et 12. Parce que je me dis, globalement, ça fait à peu près pareil que le S&P 500. Donc, il peut y avoir d'autres choses très positives. Donc, on va garder... voilà, on va pas faire un red flag ici, mais on va quand même checker. Et après, au-dessus de 12, bah là, c'est vraiment bien au-dessus du S&P 500. Et là, c'est pour moi très positif. C'est comme ça que je check pour tous les critères. Et pareil pour les marges. Moi, j'aime bien avoir 50% de marge brute, entre 30 et 40% de marge d'exploitation. Et si c'est supérieur à 20% de marge nette, c'est très positif.
Mais c'est très business dépendant, tu vois. Une entreprise comme Costco aux États-Unis qui est dans la grande distribution, Elle pourra jamais faire du 20% de marge. impossible de faire 20% de marge, impossible. Par contre, elles ont un tel volume que l'entreprise n'est pas mauvaise malgré des marges à 4, 5, 6 ou Alors même qu'une 10%. entreprise Tu vois. tech pourra plus facilement faire une marge plus Exactement, parce qu'il y a beaucoup moins de coûts. importante. Mais sûrement qu'ils font peut-être moins de volume au niveau du chiffre d'affaires, tu vois. Ok. C'est pour ça que Amazon, par exemple, ils ont la partie marketplace qu'on connaît tous, qui est très peu profitable, avec des marges très faibles, mais sur lesquelles ils font énormément de chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui leur a permis de développer leur logistique, de développer de la robotique, etc. Parce qu'en fait, ils utilisent toute la partie marketplace pour pouvoir tester un petit peu tout ça. Et ce qui leur apporte de l'argent, c'est quoi? C'est AWS. Donc c'est le cloud. Donc ils ont cette partie-là avec de très très fortes marges et l'acquisition client et la brand, la marque Amazon, c'est la marketplace où ils font très très peu de marge. C'est marrant, alors que je suis persuadé que la plupart des gens ne savent pas ça, tu vois. Enfin, que la plupart des gens pensent qu'Amazon gagne beaucoup d'argent grâce à leur plateforme, alors qu'en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, si je reviens par rapport au début de l'épisode, comprendre ce que tu as en portefeuille, c'est extrêmement important. Comprendre comment la boîte gagne de l'argent, en fait. Ouais, exactement. Parce que aujourd'hui, par exemple, Covid. Amazon, on pourrait se dire, putain, Amazon, Covid, waouh, ils vont plus pouvoir livrer, etc. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais en fait, peut-être qu'ils font quasiment 70% de leur profit grâce à AWS. Est-ce que le cloud va vraiment s'arrêter? Il y a sûrement beaucoup de choses qui vont... Ouais, on l'a vu au moment du Covid, toutes les boîtes tech avaient explosé. Alors qu'elles s'étaient crashées de 20-30% pendant le Covid, tu vois. Mais parce qu'il y a toujours un temps de latence entre, OK, là c'est la panique, on vend, il y a tout qui est rouge. Ah ouais, mais en fait, il y a peut-être des boîtes qui vont... Alors, à Netflix... Ils en ont bien profité. Ouais, Zoom, genre il y a plein de boîtes qui au final avaient grave profité du Covid, tu vois. Et ça, si tu sais précisément pourquoi tu as investi, quelle est ta théorie, comment gagne l'argent l'entreprise, le mec qui vend Zoom pendant le Covid, il n'a pas fait son taf, tu vois. Ouais. Ou s'il a vendu à la fin de la... À la fin, oui, mais oui, voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit récap des critères? Parce que du coup, là, on n'arrive pas trop loin de la fin et j'ai encore 2 grosses questions à te poser. Ouais. Et je veux juste clôturer le chapitre des critères. Du coup, en critères qualitatifs, je vais récapituler. Tu vas me dire si j'ai fait des omissions ou si tu veux rajouter des trucs. Vas-y. Sur les critères qualitatifs, donc qualité du business, qualité du management et moat, donc avantage concurrentiel. 3 critères pour toi très importants. Et en analyse quantitative, donc croissance du chiffre d'affaires, croissance des bénéfices, bonne profitabilité, donc bon ROE, et de bonnes marges nettes. Ouais. Je crois que j'ai rien oublié. C'est ça. Et après, il faut également checker d'autres petits critères. Tu peux regarder le dividende, tu peux regarder la santé financière avec l'endettement. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'endettement. La valorisation aussi. La valorisation est extrêmement importante. Tu vois, juste pour finir là-dessus, mais la valorisation, c'est à quel moment tu vas acheter l'entreprise et à quel prix tu es prêt à l'acheter. Parce que si tu as une entreprise de très très bonne qualité, mais que tu l'achètes extrêmement cher, on retrouve un peu ce que je disais sur Apple tout à l'heure, c'est que tu as un ratio entre la performance potentielle et le risque que tu prends qui est déséquilibré. Donc l'entreprise est très bien, mais c'est juste pas le moment, tu vois. Attends, et peut-être que ce sera un meilleur moment dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Des opportunités, il y en a tout le temps et il y en a partout. Alors du coup, tu fais une super transition pour mon autre question. C'est le quid de l'investissement mensuel, tu vois, parce que tu sais qu'en ETF, on parle souvent de faire son DCA en mensuel, mais quand tu fais du stock picking, le DCA, pardon, c'est pas forcément ultra adapté. Non, c'est une grosse erreur pour moi. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, ça. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui le font, notamment avec les plans d'investissement programmés sur les néo-courtiers qui font des plans d'investissement de 10 € sur telle action, etc. Tant que l'action est dans une zone de valorisation intéressante, pourquoi pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des moments pour acheter les actions et autant quand tu achètes un ETF, tu achètes le marché dans sa globalité, donc peu importe la valeur, tu t'en fous. On s'en fout. Ouais. Voilà, c'est fait pour ça. En fait, tu fais DCA, donc le DCA est fait pour acheter quand c'est en haut, quand c'est en bas, tu achètes tout le temps. Une action, si tu achètes vraiment en haut, sachant que tu as du risque spécifique à cette boîte-là, tu t'exposes à beaucoup plus de risques. Donc la valorisation est très importante et il vaut mieux... en fait, moi j'achète par exemple toutes les semaines. Donc je peux le faire, ou je peux acheter tous les mois, ou toutes les 2 semaines, peu importe. Mais c'est juste qu'à chaque fois que je vais acheter une action, je vais regarder quelle action, je vais regarder mon portefeuille actuel, quelle action pourrait rentrer dans la composition et qu'est-ce que j'ai envie de renforcer, la qualité de la boîte, donc je fais un mini-check dessus très rapide, et à quelle valorisation se vend l'entreprise actuellement, à quel prix. Et du coup, je vais éviter d'aller sur des boîtes qui sont survalorisées, tu vois.
Par exemple, Google et ASML. ASML, ça a redépassé les 1 000 euros là, il y a 2 jours. Ça fait 15% en 2 jours parce qu'il y a eu des news au niveau de l'écosystème semi-conducteur. Bah, ok, moi j'ai acheté à 600, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, il y avait une valorisation intéressante. Maintenant, c'est plus le moment, quoi. Non. Ouais. Non, c'est trop tard. Puis en plus, le DCA, moi je trouve que le DCA sur une action, c'est aussi risqué parce que même si elle baisse, il faut pas le faire automatiquement parce que tu peux aussi attraper le couteau qui tombe et moyenner à la baisse aussi. Donc il faut pas le faire en automatique, quoi. Il y a des actions qui sont pourries et qui resteront pourries. Et... Parce que si tu avais fait un DCA sur Atos, par exemple, ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Il faut pas oublier qu'il y a des actions qui vont au trou et qui font vraiment faillite. Donc DCA sur stock picking, pas. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée, donc plutôt à recheck ton portefeuille et plutôt allouer éventuellement des investissements mensuels en fonction de l'opportunité. Ce qui remplit toujours que la boîte respecte tes critères et qu'elle est peut-être plus sous-valorisée qu'une autre boîte de ton portefeuille, quoi. Exactement. Je fais pas trop mal de choses alors en stock picking. Non, mais après, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué en stock picking, c'est de le rendre cohérent avec un portefeuille ETF. Parce qu'en ça, on n'en a pas parlé, mais forcément, si tu es 100% US sur tes ETF, tu dois peut-être éviter d'être 100% US sur les actions, sinon ça fait pas sens, tu vois. Et garder une cohérence là-dessus. Et après, oui, ça prend du temps, mais fondamentalement, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire les bons choix. Le plus dur, c'est de trouver le temps, moi, je trouve, quand même. Trouver le temps d'analyser. Oui, quoi. Le temps, et c'est le temps qui te permet de faire les analyses, et ces analyses te permettent de faire les bons choix. Dernière question importante que je voulais te poser, Clément, c'était sur... Alors, c'est plus du pratico-pratique. C'est quel outil tu utilises, toi, pour regarder? Quel screener tu regardes si tu peux nous filer peut-être un top 3 pour les gens qui veulent s'y mettre ou pour regarder. Alors, top 3... Donc pour les boîtes au niveau quantitatif, t'en as un qui est très connu, c'est FinChat, qui est quand même pas mal connu, où il y a beaucoup de data et il y a beaucoup de data, presque trop, tu vois, parfois on peut être noyé. J'utilise Qualtrim aussi, ça c'est assez peu connu, c'est un site, c'est le site de Joseph Carlson, c'est un YouTuber US qui a développé une application sur laquelle tu as pas mal de data et... c'est bien foutu. C'est tout en anglais par contre, mais tu as les informations essentielles, on va dire. Donc ça, c'est top. Et après, qu'est-ce que je regarde moi aussi? Après, en site, tu avais des sites où tu peux avoir tu avais un site qui s'appelait Quarter, Quatr, où tu pouvais avoir tous les rapports trimestriels et tous les rapports annuels des boîtes. Donc ça, c'était très pratique pour la partie qualitative, tu vois. Donc en gros, il y a 2 sites quantitatifs, FinChat et Qualtrim, et un site plutôt qualitatif pour vous faciliter un peu la vie au lieu d'aller chercher à chaque fois sur le site des entreprises pour les rapports trimestriels, rapports annuels, etc. Ok. Mais tu vois, moi, je connaissais que FinChat, tu vois. Donc je m'en ai fait découvrir 2 nouveaux. Ouais, c'est Après, c'est des trucs... anglais, quoi. Faut être à l'aise. Mais bon, après, les traducteurs aujourd'hui sur les navigateurs, ils te font le taf. En grande partie. Yes, mais Clément, je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter là. Avec plaisir. C'était bien déjà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer? Alors bien sûr, allez évidemment vous abonner à la chaîne de Clément Bravo sur YouTube. Exact. Une super chaîne YouTube. Il va y avoir une vidéo avec Thomas Creton. Oui, en plus, je serai bientôt sur sa chaîne en plus. Exact. Et non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, on a bien détaillé le stock picking. Alors c'est pas un sujet, comme tu l'as compris, qui est ma spécialité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère faire intervenir des gars comme toi qui s'y connaissent bien mieux que moi, même si oui, j'ai un portefeuille de stock picking et je le dis, moi j'ai 20-30% en stock picking de mon portefeuille, mais tout simplement parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Ou alors il faudrait que je rejoigne ton académie, tout simplement. Mais après, toi tu dis un truc très intéressant, c'est que chaque profil est différent. Moi j'ai 70% stock picking, 30% ETF. Toi tu as l'inverse, donc 80-20. Du coup, alloue 20% de ton temps à ça, tu vois. Il faut être cohérent avec le temps que tu as à disposition. Si tu vas avoir quelques actions, tu peux très bien le faire. Avoir 10% de ton portefeuille en stock picking, te faire plaisir en suivant certaines entreprises sur lesquelles tu as des convictions et que tu aimes suivre et que tu aimes avoir en portefeuille parce que voilà, tu es convaincu par la boîte. Et si tu as des ETF à côté, tu restes diversifié. Donc tu peux avoir 90% ou 80% ETF et avoir 3 entreprises en stock picking. C'est pas déconnant. Bah ouais, c'est clair. Parce que tu besoin restes d'avoir un gros portefeuille en stock picking si ça représente que 10 ou 20% du Exactement, parce que si à côté tu es très diversifié, ça c'est une erreur que je vois tellement souvent, c'est que les gens, on va finir là-dessus si tu veux, mais en gros je vois une erreur hyper courante, c'est que les gens voient portefeuille par portefeuille, enveloppe par enveloppe. J'ai un PEA avec cette stratégie, j'ai un compte titre avec cette stratégie.
Non, les gars, genre, en gros, Moi non plus, vous avez une stratégie globale. Genre, vous avez un patrimoine, et si tu as des ETF d'un côté et des actions de l'autre, tu es investi sur le marché action en bourse. Maintenant, tu regardes ta cohérence entre ta diversification sectorielle, ta diversification géographique, et oui, si tu as... Enfin, si 100% France, là, il y a un truc qui déconne, tu vois. Donc là, tu vas retravailler. Mais si tu es très bien diversifié et que tu as 3 entreprises en stock picking à côté de tes ETF, tu restes très bien diversifié. Hein. Et surtout, moi, j'ajouterais un truc sur ce que tu dis, et tu as dit un truc super intéressant, c'est que beaucoup de gens raisonnent en disant, je mets mon portefeuille sur le PEA, et je fais un autre portefeuille sur le CTO, un autre portefeuille sur l'assurance vie. Et moi, je trouve que c'est dommage de faire ça, en fait. Moi, il faut plutôt penser quelle est ma stratégie globale, et ensuite, je mets les actifs les plus optimisés par enveloppe, tu vois. Ouais. Tu vas mettre tes ETF indiciels éligibles au PEA sur le PEA, des actions françaises européennes sur le PEA, et ensuite, les actions US, tu les mets sur le CTO, par exemple. Enfin bon, c'est un exemple qui est, je pense, le plus réputé, le plus efficace. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les remettre, refaire un portefeuille d'ETF sur CTO si tu en as déjà un sur PEA. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. À part si tu as d'autres objectifs de donation et compagnie. Bien sûr. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup dire, mais c'est que on n'est pas là pour payer le moins d'impôts possible. On est là pour gagner le plus possible, impôts compris. Donc, si la meilleure opportunité est sur compte titre, il faut y aller. Très con de rester sur PEA, tu vois. Ça, c'est une très bonne chose. Et il y a trop de personnes qui... Voilà. Mais ouais, on nous a bourriné le PEA dans le crâne. Et l'assurance vie. Et le PER, c'est de très bons supports, mais voilà, il faut bien les utiliser intelligemment, quoi. C'est pour ça que on a du sens dans notre travail à accompagner les personnes, parce que entre YouTube et Instagram et une réelle stratégie optimisée pour chaque profil avec une compréhension profonde de ce que tu fais, il y a un gap, il y a une différence. Et donc, nous, on intervient là pour justement aller aider les personnes à gagner en cohérence sur l'ensemble de leur stratégie. Parce que je vois trop de personnes se limiter ou avoir cette vision fiscalité, alors que la fiscalité, ça fait peur en France, mais c'est ce qui vient en dernier. Tu payes quand tu as fait des gains. Si tu n'as pas fait de gains, tu ne payes pas. Donc, globalement, concentre-toi sur ta stratégie. Mieux payer 30% de gains sur une perf de 100% plutôt que de payer 17,2 sur une perf de 20%. Clairement. Et 18,6 maintenant. Ah oui, en plus. Le monde va trop vite. Ouais. Donc voilà. Bon, merci Clément. Avec plaisir, merci à toi. Je mettrai le lien en description, bien sûr, pour ceux qui veulent aller checker sa chaîne. Et puis, écoute, à très bientôt. À bientôt.